Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue dans USA Newland. Les États-Unis d'Amérique sont l'aurore et aussi un oasis que pense voir et trouver par tout celui qui compte réaliser son rêve américain. Pour y arriver, certains s'engagent seuls dans un périple à haut risque dont l'issue de sortie est incertaine et d'autres empruntent le voie officielle depuis leurs origines, mais pour le reste, c'est l'avenir qui en décidera. Dès qu'il faut le sol américain pour s'y établir, les deux types de voyageurs sont classés dans la catégorie qu'on appelle asylum en anglais ou demandeur d'asile en français. C'est sur cette catégorie migratoire que nous allons concentrer notre discussion de ces jours. Voilà pourquoi nous recevons pour vous ce matin M. Fidel Menavanza Lenvo. Il est conseiller juridique de Jericho Shelter, l'une des grandes organisations humanitaires aux États-Unis d'Amérique. Parmi ses activités, Jericho possède Viva la Casa, une structure par laquelle elle prend en charge les sans-papiers. Bonjour et bienvenue, Monsieur Lenvo, sur ce plateau. Bonjour, madame. Est-ce que pouvez-vous nous présenter Viva la Casa de façon très brève? Viva la Casa est un des programmes que détient notre structure appelée Jericho Road Community Health Center. C'est en fait une institution médicale qui a initialement commencé comme une institution médicale, mais qui par la suite, après 27 ans d'existence, a étendu ses programmes pour incorporer Vive la Casa, qui est une de maison d'accueil historique ici aux États-Unis et spécialement dans l'État de New York et qui s'occupe essentiellement de demandeurs d'asile. Et combien de demandeurs d'asile que vous avez à votre charge depuis le début de cette année, pour ne pas parler des années antérieures? Eh bien, madame, j'avoue que à ces jours, je peux, sans me tromper, vous indiquer que nous avons au moins 700 personnes qui sont sous notre soin. Donc, il y a des familles qui arrivent de manière impromptue. Il y a des célibataires et venant de partout dans le monde. Donc, à ces jours, si mes statistiques sont bonnes, nous prenons en charge plus ou moins 700 personnes de différentes origines et nationalités, hommes comme femmes, et familles y compris, bien sûr. Quand vous dites que vous le prenez en charge, comment vous le prenez en charge? C'est l'hébergement ou c'est leur chercher des documents? Faudra-t-il peut-être commencer par un petit élément pour indiquer qu'une maison d'accueil aux États-Unis tournée vers les soins de ceux ou celles qui sont demandeurs d'asile est une rare denrée, il faut le dire ainsi. Et donc, cette mission, elle est humanitaire. Et qu'est-ce que nous faisons en réalité? C'est que ceux ou celles qui ont l'occasion d'arriver devant nos portes à Vive la Casa, dans l'État de New York, dans la ville de Buffalo, frontalière au Canada, ils sont accueillis dès leur arrivée. Et la première question que nos agents leur posent, c'est de savoir si ils ont eu à manger quelque chose. Comme pour dire, nous offrons donc l'hébergement, les soins de santé et les logements, donc, et cela sans aucun rang, sans aucun frais à payer pendant tout le temps qu'ils attendent leurs documents d'immigration, en l'espèce leur demande d'asile. Vous tenez compte de leur catégorie à leur arrivée pour dire que celui-ci peut-être est ministre depuis son départ ou quoi? Parce qu'ils viennent eux tous, vous ne savez pas qui ils sont. Alors, est-ce que vous tenez compte de tout ça au départ? Tout à fait. Le principe, c'est que nous ne discriminons personne, indépendamment de la qualité qu'ils ont revêtue avant d'arriver ici. Cela ne nous intéresse le moins. En tout cas, pour nous, ce sont des êtres humains qui viennent ici et qui ont besoin d'une aide. Et quand on vient dans un pays comme celui-ci où on n'a pas de membres de famille et on arrive dans une ville où on n'a pas de repères,
c'est très, très, très difficile, il faut le dire. Et donc, plutôt que de voir les gens demeurer dans la rue, être exposés aux intempéries et aux dangers qu'ils peuvent encourir, notre organisation, et spécialement Vive la Casa, a comme mission de recueillir ces personnes, les loger, les nourrir, leur offrir les soins de santé, mais aussi et surtout leur accorder le droit à un avocat pro bono ou free ou gratuit qui peut leur aider à suivre leur cas au niveau des instances étatiques liées à l'immigration. Donc, pour répondre à votre question, nous ne tenons pas compte du passé des personnes. Ce qui nous intéresse, c'est que ce sont des êtres humains qui ont besoin de l'aide et nous sommes là pour les leur offrir. Et alors, c'est par où exactement qu'ils entrent? C'est par quelle frontière qu'ils entrent pour arriver jusqu'à Buffalo? Eh bien, c'est une très bonne question. En fait, je peux ne pas avoir une réponse précise parce que ceux ou celles qui arrivent entrent par n'importe quelle voie. Il y a certains qui viennent ici aux États-Unis en mission de service, mais pour des raisons qui leur sont propres, ils décident de ne plus rentrer de là où ils sont venus et arriver à Buffalo, dans l'État de New York, à l'ouest de New York, à la frontière canadienne. Il y a d'autres qui viennent par des voies je dirais, assez dangereuse en empruntant la voie de l'Amérique latine, en marchant parfois à pied dans la jungle pour atteindre le Mexique et puis traverser vers la frontière sud, dans les Texas, et puis prendre les bus pour arriver à New York. Maintenant, la question qui pourra suivre, pourquoi New York? Eh bien, New York est connu comme la ville ou l'État cosmopolite, mais aussi qui partage une frontière assez large avec le Canada. Est-ce que, et tous, quand ils viennent, la destination, c'est le Canada ou c'est les États-Unis d'Amérique? Ça dépend d'une personne à une autre. Il y a certains qui sont arrivés avec les plans de traverser au Canada parce que c'est là qu'ils veulent être établis. Et je dois indiquer que malheureusement, il y a 5 à 6 mois passés, le Canada a mis en avant l'accord sur les pays tiers euh, euh, sécurisés ou sécurisants. En fait, il y a une convention, il y a un traité entre les États-Unis et le Canada qui fait que ceux ou celles qui arrivent par les États-Unis doivent obligatoirement, impérativement, d'abord soumettre leur demande d'asile ici sur le territoire américain avant de traverser vers le Canada. Avant, ce n'était pas, disons, la convention existe depuis l'an 2000 ou 2002. Ben, il y avait quand même un peu de laxisme, mais depuis le mois de mars de cette année, les deux États se sont convenus de pouvoir assurer la mise en œuvre de cette convention, ce qui fait que les frontières par lesquelles beaucoup de gens traversaient pour aller au Canada, en passant par les États-Unis, ne sont plus ouvertes. Et cela a comme pour conséquence que nous connaissons à ce jour un afflux massif de ceux ou celles qui arrivent d'où qu'ils viennent en utilisant les voies ou les frontières dont je viens de faire allusion. Et donc, il y a une catégorie qui peut traverser pour autant qu'ils ont des membres de famille au Canada. Il y a une autre catégorie qui est dans l'obligation de rester ici parce que les frontières canadiennes, en tout cas les frontières officielles canadiennes, les frontières officieuses canadiennes sont fermées. Voilà, ces populations, de quelle nationalité sont-elles pour la plupart? Oh, mais c'est une kyrielle de nationalités. Je peux, en passant, c'est vraiment la liste n'est pas exhaustive. Hein. Je peux citer, il y a les Vénézuéliens, il y a les Haïtiens, il y a les Congolais, il y a les Angolais, il y a les Mauritaniens. C'est difficile d'énumérer les nationalités. Ils viennent de partout. Du reste, vous le savez, la crise migratoire, elle est globale. Donc, il n'y a pas une seule catégorie où il y a pas une seule nationalité qui se présente devant nos portes. C'est une diversité de nationalités indépendamment de continent. Quelles sont les structures qui travaillent avec vous pour les soutenir?
Très bonne question. Généralement, quand il s'agit de l'humanitaire, il n'y a pas vraiment de structures qui soutiennent l'humanitaire. Et en tout cas, elles sont rares ici aux États-Unis. Et donc, la réponse est que ce sont plus des hommes et des femmes de bonne foi. Ceux qui ont besoin de rendre service, d'aider et qui volontairement nous donnent quelques ressources qu'ils ont, mais aussi puisque nous avons, comme je dis, Vive Éteint est un de nos programmes, nous en avons 5. Nous sommes, ma structure est donc une institution d'utilité publique avec comme premier élément les soins de santé, mais puisque nous avons Vive comme notre programme, de temps à autre, nous pouvons allouer quelques subsides aux subventions à ces programmes de Vive. Donc, il n'y a pas vraiment des structures en soi qui sont là pour nous aider. Ce sont des moyens de bord, mais nous les faisons avec passion et avec professionnalisme surtout. Parce qu'il faut le dire, nous avons acquis Vive la Casa en 2015, structure qui a plutôt commencé depuis 1984 et qui était sous la conduite des sœurs religieuses, mais puisqu'ils étaient tombés en faillite, ils nous ont donc atteints pour que nous puissions acquérir cette structure et nous avons continué avec cette philosophie. Mais sinon, beaucoup qui suivront certainement ces éléments vous diront qu'ils connaissent Vive la Casa parce que elle a toujours été là comme structure et qui a accueilli des milliers de personnes qui sont soit ici aux États-Unis ou au Canada. Est-ce que leurs ambassades interviennent quand même? Non, madame, en fait, nous n'avons aucun soutien d'une quelconque ambassade ou consulat. Du reste, puisque nos clients viennent comme des demandeurs d'asile, cela suppose qu'ils ont fui leur pays pour raison de persécution, soit politique, soit religieuse ou sociale. Et donc, l'ambassade ou les consulats ici n'a malheureusement pas à prendre en charge ces personnes qui, du reste, accusent leur pays d'origine de les avoir soit torturés ou de les avoir fait subir des traitements inhumains, dégradants et humiliants. Donc, Et nous n'avons même, pas de soutien d'ambassade ou de consulat. même leurs communautés respectives, elles interviennent pas? Certaines communautés, oui, tout à fait. Certaines communautés, pour autant qu'elles sont informées de la présence de ces clients ou de ces personnes, nous viennent en aide. Ils nous assistent en termes, par exemple, de traduction ou d'interprétation, parce que beaucoup qui viennent ne parlent pas forcément anglais. Et donc, il y a, par exemple, un cas récemment, il y a un mois, nous avons eu l'occasion d'aider des familles venant de la Mauritanie dans un des villages, en tout cas dans une des régions où la langue n'est pas assez courante ici. Et nous avons eu du mal à trouver un interprète de cette langue. Heureusement, en ayant l'occasion d'atteindre certaines communautés ici, nous avons pu mettre la main sur quelqu'un de cette communauté mauritanienne qui parlait la langue de ces clients-là et donc qui nous ont aidés pour la traduction. Mais sinon, en termes de soutien, les communautés sont, pour autant qu'elles le savent, elles viennent en aide, pas vraiment comme on l'espérait, on comprend, mais sinon, nous avons de bonnes connexions et nous avons de bons rapports avec les communautés respectives ici. Dans quel état de santé arrivent-ils? Déjà, ils sont traumatisés, ça c'est clair, parce que pour beaucoup, ils ont emprunté des voies assez alambiquées pour arriver ici, mais aussi et surtout pour beaucoup, dans leur pays d'origine, ils ont été victimes des traitements inhumains, comme je l'ai dit, ou dégradants, ou même parfois des tortures. Et donc, sanitairement parlant, nombreux ont besoin des soins de santé dès qu'ils arrivent. Et c'est là notre principale contribution, au-delà du logement qu'on leur offre et puis de l'alimentation. Donc, nous avons dans nos sites
des infirmiers, mais aussi des médecins qui de temps à autre passent pour s'assurer que ces personnes-là sont entièrement prises en charge sur le plan sanitaire. Ils sont pour beaucoup malades quand ils arrivent. Il n'y a pas plus tard que 2 ou 3 jours, il y a un qui est venu atteint de la tuberculose et donc nous avons pu prendre soin de lui avec nos équipes sur le terrain. Donc, ils sont pris en charge gratuitement. Gratuitement, je le dis, c'est sans frais. En tout cas, les témoignages sont là. Si vous voulez les confronter, nous serons heureux de vous les faire parvenir. Ils sont entièrement pris en charge de manière gratuite. Nous ne faisons payer à personne un rond. Parce Et que, comme je l'ai dit, c'est vraiment un service humanitaire. Oui, allez-y, madame. Et ceux qui les soignent sont des volontaires ou sont des agents qui sont payés? Non. Ceux qui les soignent sont nos agents, sont nos travailleurs. Donc, quand je dis nos travailleurs, c'est donc ils font partie, comme je l'ai dit, notre structure, elle est large. Peut-être faudrait-il aussi que j'indique, nous employons au moins 600 personnes. Ok, Jericho Road compte au moins 600 employés. Et ces 600 employés, il y a des médecins, il y a des infirmiers, il y a d'autres agents qui s'occupent notamment du programme dont nous parlons, Vive la Casa, qui est parmi les 5 programmes que nous avons. Parce qu'au-delà de Vive, nous avons d'autres programmes, par exemple de l'éducation des adultes pour l'apprentissage de la langue anglaise. Bref, ces agents qui travaillent à Vive la Casa font partie du personnel de notre grande maison qui est Jericho Road. Du reste, Jericho Road signifie les bons samaritains, si on doit les rappeler ainsi. Et ils sont payés par notre grande maison, mais ils sont chargés de prendre soin des demandeurs d'asile. C'est dans combien d'États aux États-Unis d'Amérique que vous avez de maisons d'accueil? Nous n'avons que notre maison d'accueil dans l'État de New York et l'histoire peut le corroborer. Jericho Road, Vive la Casa est la plus vieille maison d'accueil aux États-Unis, la plus réputée du reste. Pour ceux ou celles qui peuvent avoir l'occasion de Google ça, si on peut me passer l'expression, ils trouveront plein de témoignages autour de Vive la Casa. Donc, nous n'existons que dans l'État de New York, dans la ville de Buffalo, et aujourd'hui, nous sommes vraiment, nous sommes en train de vivre un surplus, une venue excédentaire, et dont nous sommes vraiment testés par rapport à nos capacités d'accueil humain, puisque notre mission est de ne pas laisser les gens en va-vie, nous prenons donc soin de les maintenir entre nous. Je dois peut-être finaliser ce que j'ai en train de dire. Au-delà du fait que nous sommes aux États-Unis, dans l'État de New York, notre structure a néanmoins d'autres opérations ou d'autres cliniques à l'étranger, au Népal, notamment en Asie, donc, au Congo, à Goma, mais aussi en Sierra Leone, dans la ville de Kono, voilà, vers le Niger. Je voulais dire vers la Guinée. Monsieur Fidèle, parce qu'il y a beaucoup de gens, je vais revenir et insister sur cette question, il y a beaucoup de gens qui ne croient pas qu'il y a des maisons d'accueil, comme on dit toujours en Europe, des centres d'accueil, des sans-papiers aux États-Unis d'Amérique. Est-ce que vous avez un message précis à lancer à ceux qui sont dans le besoin en ce moment? Écoutez, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Moi, je suis ici. Vous m'aviez invité pour prendre part à cet échange parce que vous avez entendu parler de Vive la Casa, qui est une réalité. Et je suis, comme vous l'avez si bien dit, le conseiller juridique, non seulement de Vive étant un de nos programmes, mais de la grande boîte qui s'appelle Jericho Road. Vive la Casa est une maison d'accueil et on parle ici de shelter, donc une maison d'accueil. Elle existe bien avant nous, et depuis 1984, qu'elle a changé donc de propriété. En ce moment où je vous parle, c'est un des programmes de Jericho Road. Des maisons d'accueil existent peut-être dans d'autres États, j'en sais pour sûr en Massachusetts, mais aussi dans d'autres États. Mais la meilleure, bon,
peut-être pas la meilleure, la mieux organisée et la plus ancienne, l'histoire le retient, c'est Vive la Casa. Et la personne devant vous est bien attitrée pour vous le confirmer. Quant à savoir est-ce que les gens peuvent venir ou pas, c'est pas vraiment notre propos. Nous ne pouvons pas encourager les gens de venir. Maintenant, pour ceux ou celles qui ont l'occasion de venir, prenez vos dispositions parce que ça peut déjà être très difficile. Aujourd'hui, comme je l'ai dit au départ de cette émission, nous avons au moins 700 personnes et nous sommes entièrement trop pris, en tout cas trop pris, parce que c'est très défiant que de prendre en charge 700 personnes et quand vous n'avez pas essentiellement les ressources nécessaires ou voulues pour les faire. Même si, il faut le dire, parfois l'État nous offre quelques subsides, quelques subventions, mais qui ne sont pas en mesure de couvrir tous les besoins en termes de logement, en termes de soins de santé, en termes d'alimentation. Mais alors, aussi, et surtout, il y a certaines des familles qui arrivent, je m'excuse madame, je dois les mentionner, il y a des familles qui arrivent avec des enfants qui doivent être scolarisés et nos services prennent soin de tous ces aspects-là. Mais les études aux États-Unis, c'est gratuit, non? Elles sont gratuites, les études aux États-Unis. C'est gratuit. Je vous le concède. Les études, c'est gratuit. Mais quand vous venez dans un pays où vous êtes nouveau, où vous ne parlez pas la langue et vous ne savez pas par où commencer, rien que par le fait de vouloir chercher à naviguer les systèmes, c'est déjà un casse-tête. Que vous ayez une structure comme Vive qui vous aide à naviguer ces méandres, eh ben, je ne voudrais pas donc ici attirer la sympathie des autres. Je peux le dire que c'est rarissime. Ce n'est pas donné à tous les États ou à toutes les villes à le faire. Voilà. Et alors, s'il faut toujours attendre à ce que les gens interviennent, les gens viennent vous apporter leur aide pour soutenir cette œuvre si grandiose, je pense qu'il y a, dans ce sens, il y a toujours des déficits. Mais est-ce que Viva la Casa, est-ce que Jericho Road a une structure à part qui fait fonctionner ses activités? Justement, comme je l'ai dit au départ, Jericho Road a commencé en 1997, 97 si on peut le dire ainsi, comme une structure médicale. Et ça a commencé par un homme qui est visionnaire, un médecin en fait, c'est un médecin humanitaire. Son nom c'est Dr Glick, Myron Glick, qui a commencé une structure médicale en 1997 dans un coin reculé en termes d'accessibilité des soins de santé. Et puis par la suite, par la qualité de son travail, les soins qu'il apportait aux gens, on a noté cela et aujourd'hui, ce qui a commencé comme par une institution privée a eu ces partenariats publics-privés pour que la structure devienne une institution communautaire ou une institution de private, public. Et donc, ce qu'on dit, un partenariat privé, pouvoir public et privé, effectivement. De la sorte, nous nous occupons des vulnérables, de personnes qui n'ont pas de ressources. Et comment nous avons la chance de le faire, c'est justement parce que nous sommes mus par ce désir d'aider dans les bons samaritains. Et nous devons les reconnaître par ces partenariats. L'État de New York, mais aussi le gouvernement fédéral, nous vient en aide pour soigner les gens. Mais puisque Vive la Casa est un des programmes de la grande marmite, si on peut le dire ainsi, qui est Jericho Road, et qui fonctionne gratuitement, bien sûr, les ressources, nous les tirons de revenus qui viennent des soins de santé que nous offrons et qui sont alloués à faire vivre la casa. Mais aussi, bien sûr, avec d'autres donations ou d'autres actes de bienfaisance venant des différentes personnes ou des hommes ou des femmes de bonne foi. Mais quand, en cas d'abondance de personnes reçues et que vous n'avez plus assez de place, qu'est-ce que vous faites?
nous nous tournons vers l'État parce qu'en fait, nous ne sommes pas l'État. S'ils viennent ici et que nous sommes débordés, mais plus d'une fois nous sommes débordés, hein, ça il ne faut pas se le cacher. Nous avons eu beaucoup d'exemples où nous étions vraiment débordés, que nous n'avions pas d'espace et nous nous adressons à l'État. Nous appelons les services étatiques pour dire nous avons ceci, un nombre assez croissant, trouver des réponses parce que nous ne sommes pas l'État. Et heureusement que nous entretenons de très bons rapports avec les autorités locales et même nationales qui de temps à autre nous viennent en aide pour nous trouver des solutions. Donc c'est pas une affaire privée. Nous venons en aide en fait à l'État parce que c'est le devoir de l'État. Ces gens-là sont des personnes qui nécessitent de l'aide venant de l'État. Et je peux éventuellement vous étonner en vous disant que parfois, c'est l'État qui s'adresse à nous. Pour beaucoup, bon pas pour beaucoup, il y a un grand nombre de demandeurs d'asile qui peuvent avoir maille à partir avec les services de l'immigration. Vous serez étonné de voir que parfois ICE, donc qui est une structure de l'immigration, viennent déposer des gens devant nos portes. Donc c'est le bureau de l'immigration envoie des gens vers nous, au-delà d'autres services qui peuvent nous contacter. Bref, part de l'État de prendre soin de ces personnes qui viennent à nos portes. Et lorsque nous sommes débordés, nous nous adressons donc aux services étatiques dans ce sens. Et généralement, en tout cas, nous avons une suite favorable pour prendre soin de ces personnes. Ok, mais est-ce que la toute dernière question que je vais vous poser est celle de savoir quelles sont les périodes que vous le recevez très souvent? Il n'y a pas une période fixe, madame. Je peux vous le dire, nous sommes débordés durant toute l'année. Il y a un moment pendant la période d'hiver, même si la ville dans laquelle nous sommes est connue, est réputée être parmi les villes les plus froides, où en tout cas l'hiver bat son plein, mais vous les trouverez. Ils viennent en bus, ils viennent, on ne sait pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'ils viennent à nos portes. Dès qu'ils sont à nos portes, pour nous, nous commençons notre travail. Il y a pendant donc ces périodes ici d'été, vous trouvez des bus qui viennent, des gens qui viennent. Nous n'avons pas de période précise pour dire, eh bien, durant cette période, il y a un flux migratoire. Il n'y en a pas. Pour nous, nous avons 24 heures sur 24 des agents postés dans notre site appelé Vive la Casa et qui prennent soin de ceux ou celles qui s'adressent à nous, qui viennent, sans que nous n'encouragions, bien sûr, que les personnes viennent ou que nous n'encouragions l'immigration clandestine. Non, ça, c'est pas notre devoir. Notre devoir, c'est de prendre soin de nos hommes ou des hommes, de personnes qui viennent vers nous, qui sont des êtres humains et qui ont besoin d'une dignité humaine, comme vous et moi, Voilà, parce bien que sûr. oui, parce que vous parlez, quand vous parlez de l'hiver, donc il y a une question qui me venue en tête. Est-ce qu'il vous arrive aussi d'aider les sans domicile fixe qui sont américains? C'est une très bonne question. Je peux vous le dire. Vivez, comme je l'ai indiqué Merci. au départ, a eu pour mission de prendre soin des demandeurs d'asile. Et quand on parle de demandeurs d'asile, ce sont des personnes qui viennent d'un pays étranger et qui n'ont pas de repères ici localement. Quant aux personnes sans domicile fixe qui vivent dans la ville, il y en a bien sûr, malheureusement, ou peut-être ce n'est pas notre mission. Mais Mission. nous reconnaissons aux autres organisations les droits de prendre soin de ces personnes, sans que nous ne soyons discriminatoires. Ces mêmes personnes-là, c'est sans domicile fixe, lorsqu'il s'agit de prendre, de leur assurer les soins de santé, ils viennent vers nous, essentiellement pour les aspects sanitaires. Mais ce n'est pas notre mission. En tout cas, Vive la Casa n'a pas mission de les héberger, d'autant plus qu'il y a d'autres organisations qui s'occupent de cette frange de la population. Et que du reste, malheureusement, on ne peut pas être des sauveurs de l'humanité. Nous voudrons bien, mais nos capacités sont Sans parfois limite. testées pour que nous prenions soin de tout le monde.
Ben voilà, messieurs fidèles, je vous dirais un grand merci d'accepter cette invitation. Euh, Merci, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Merci de rester fidèles à Anaïs 5 Stars TV. Et nous vous demandons et nous vous prions de vous abonner massivement, de partager, d'aimer et de commenter nos émissions pour vous tous qui êtes à Kinshasa ou encore aux États-Unis d'Amérique, vous qui êtes en dehors des États-Unis d'Amérique et qui parlez français et qui comptent un jour venir aux États-Unis d'Amérique. Voilà une émission pour vous que nous appelons USA Manouland, une émission qui vous explique tout ce qui se passe aux États-Unis d'Amérique, comment se comporter, comment vivre, parce que ça va être une nouvelle terre pour vous. Alors, vous devrez savoir où mettre votre pied. Merci, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, encore une fois, et au revoir.